l'émission radio d'Inforjeune Bruxelles. Bonjour à tous, vous écoutez la Jury Click sur Radio Panique 105.4. La Jury Click, c'est l'émission du Centre d'information jeunesse Infor-Jeunes Bruxelles. Et c'est l'occasion ensemble de décrypter et de se familiariser avec nos droits. Alors cette semaine, on va parler d'un gros dossier puisqu'on va parler de la sécurité sociale. Donc ce système qui profite à tous les citoyens et dont on entend généralement parler dans les médias sous un angle un peu négatif avec pas mal d'idées reçues, comme le fameux trou de la sécu, les soi-disant abus, les dysfonctionnements, etc. Or, qu'en est-il réellement du fonctionnement de ce système ? Alors aujourd'hui, je suis en studio accompagnée par Flo et Dayou. Bonjour. Salut. Bonjour. Et Thomas à la technique. Salut Thomas. Et nous allons, au cours de l'heure qui suit, et grâce au travail de Flo et de Dayou, nous pencher ensemble sur l'histoire et le fonctionnement de la sécurité sociale, ainsi que des différentes branches qui la composent. Alors on va commencer sans plus tarder, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, avec toi Flo, qui va justement nous raconter, nous faire un peu l'historique de la sécurité sociale. Oui, la sécurité sociale, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un système d'assurance et de solidarité. Et donc à l'origine, c'est pour les travailleurs, et ça permet d'avoir un revenu quand on est privé de son salaire à cause d'une maladie, d'un accident, de la perte de son emploi, ou encore quand on est trop âgé pour travailler. Avec le temps, on a mis en place certains droits pour d'autres catégories de la population pour que tout le monde puisse avoir un minimum de moyens pour vivre. Alors avant de vous expliquer comment est organisée la sécurité sociale aujourd'hui, on va d'abord voir très rapidement d'où elle vient. Et l'origine de notre sécurité sociale, elle remonte à l'époque de la première révolution industrielle et à l'apparition du capitalisme. Donc à cette époque-là, on commence à voir la pauvreté comme un problème qui concerne toute la société, alors que jusque-là, ça se réglait plutôt au niveau de la famille ou par la charité. Certaines choses commencent à être mises en place et les ouvriers créent eux-mêmes des sociétés d'assistance mutuelle pour s'assurer contre certains risques comme les maladies, l'incapacité de travail ou encore le chômage. Et certains employeurs d'inspiration chrétienne vont créer aussi des caisses de prestations familiales pour les ouvriers qui ont des enfants. Alors à ce moment-là, il n'existe que des initiatives privées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore d'intervention de l'État. La première assurance obligatoire, elle va être créée en 1903 et elle concerne les accidents du travail. Puis le système s'est fortement développé pendant l'entre-guerres et c'est en 1944 que des représentants des syndicats des travailleurs, des organisations patronales et certains hauts fonctionnaires vont signer le pacte social. Alors ce pacte, il poursuit deux objectifs. Le premier, c'est la paix sociale entre les organisations syndicales, donc des travailleurs, et patronales, donc les employeurs. Et le deuxième objectif, c'est tout simplement la solidarité. L'idée, c'est d'améliorer les conditions de vie des ouvriers. Et ce pacte, il va mener à coordonner officiellement tout ce qui avait pu se développer jusque-là. Et c'est donc la date de 1944 qu'on prend comme référence aujourd'hui pour parler du système de sécurité sociale moderne en Belgique. Et il faudra encore attendre une vingtaine d'années de plus pour que soit créé le statut social des travailleurs indépendants. L'intervention de l'État, elle est devenue plus importante et le système de sécurité sociale a évolué d'une assurance contre les risques sociaux pour les travailleurs à un système de sécurité d'existence pour tout le monde. Donc c'est ainsi qu'on va mettre en place le droit à un minimum de moyens d'existence dans les années 70. Donc ça, c'est ce qui correspondrait aujourd'hui au revenu d'intégration sociale qui est versé par les CPAS. Ensuite, à partir de la fin des années 70, débute une période de crise économique. Le chômage va augmenter et à partir des années 80, on commence à mener une politique de crise. L'objectif, là, il est de réduire les prestations sociales, donc les sommes d'argent qui sont versées. On va par exemple créer différentes catégories de chômeurs, dont le fameux statut de cohabitant, qui est la catégorie des chômeurs qui reçoit les allocations les plus basses. Et donc depuis lors, il y a encore eu pas mal de changements, des réformes, et c'est un système qui est aujourd'hui très complexe. Une des dernières réformes importantes, ça a été celle des allocations familiales. Et donc depuis 2020, c'est une compétence qui dépend des régions et plus de l'État fédéral. Et le fonctionnement des allocations familiales, maintenant, il est tout à fait différent. On en parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Il y a aussi plein de mesures temporaires qui ont été prises pendant la crise sanitaire du Covid-19, mais puisque ces mesures ont pris fin, on n'en parlera pas aujourd'hui. Et donc vous voyez que la sécurité sociale belge, c'est vraiment une grosse machine qui vient de loin et qui n'est pas facile à comprendre. Donc là, je viens de vous faire un très gros résumé qui concerne plutôt l'historique. Sur le plan des idées, en ce qui concerne la sécurité sociale, il y a vraiment deux courants idéologiques. Le premier, il se fonde sur la pensée de Bismarck, et donc ça vient d'Allemagne. Et là, on se base sur un système de sécurité dont le financement repose plutôt sur les travailleurs et les employeurs.
Et donc on a une vision de la solidarité, mais entre les personnes actives qui travaillent. Il y a un deuxième courant qui, lui, se fonde sur les idées de Lord Beveridge, qui vient du Royaume-Uni. Et bien, ce Lord Beveridge, il va élargir le champ d'application et il pense que c'est toute la population qui doit avoir droit à une sécurité d'existence. En Belgique, on a un système de sécurité sociale qui réunit des caractéristiques de ces deux courants. Donc, pour avoir accès à certains droits, il faut avoir suffisamment travaillé et payé des cotisations sociales. C'est le cas, par exemple, du chômage. Et puis, pour d'autres droits, on va se baser sur d'autres règles, comme par exemple l'aide sociale fournie par les CPAS. Merci pour cet historique rapide, mais néanmoins extrêmement complet. Je suis ravie d'avoir découvert Lord Beveridge. Et maintenant, est-ce que tu peux nous parler du système tel qu'il fonctionne aujourd'hui ? Oui, la sécurité sociale belge aujourd'hui, elle fonctionne en grande partie grâce aux cotisations qui sont versées. Donc le principe, c'est que tous les mois, une partie du salaire des travailleurs et aussi une somme d'argent qui vient des employeurs sont versées dans les caisses de la sécurité sociale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les cotisations sociales pour les travailleurs et les cotisations patronales pour les employeurs. Et donc c'est pour ça qu'on dit qu'on cotise. Ensuite, la sécurité sociale, elle va redistribuer cet argent aux personnes qui sont au chômage, en incapacité de travail, à la pension, etc. Et ça va aussi servir à rembourser les soins de santé, donc une partie des médicaments qui sont remboursés, des visites chez le médecin et autres. Et donc c'est pour ça qu'on dit que la sécurité sociale, c'est un système d'assurance. Pour les travailleurs, ça permet de savoir qu'on sera couvert en cas de situation difficile comme la maladie ou le chômage. Et en contrepartie du versement des cotisations sociales, on a droit à un revenu si ces situations se présentent. Alors la sécurité sociale, c'est aussi un système de solidarité. Donc c'est un système qui fonctionne parce qu'il y a énormément de gens qui cotisent. C'est basé sur la solidarité entre les travailleurs et les chômeurs, les jeunes et les personnes âgées, les malades et les personnes en bonne santé, les personnes qui ont un revenu, les personnes sans revenu, les familles sans enfants et les familles avec enfants. Enfin, vous avez compris l'idée. C'est possible parce que tout le monde ne va pas se retrouver dans la même situation en même temps. Tout le monde ne va pas perdre son emploi le même jour. Par contre, tout au long d'une vie, perdre son emploi, c'est un événement qui pourrait arriver à tout le monde. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs institutions importantes dans notre système de sécurité sociale. Il y a tout d'abord l'Office national de la sécurité sociale, l'ONSS, qui est tout au-dessus. En fait, l'ONSS globalise tous les moyens financiers de la sécurité sociale. Donc ça veut dire que c'est l'ONSS qui reçoit tout l'argent et qui redistribue ensuite aux différents secteurs qui y ont droit en fonction des besoins. Après ça, il y a des autorités de référence pour chaque branche de la sécurité sociale. Donc par exemple, pour les soins de santé, c'est l'INAMI, pour le chômage, c'est l'ONEM, pour la pension, c'est le SPF Pension, etc. Alors, tu mentionnes beaucoup les travailleurs, et tout comme dans l'historique, on voit qu'il y a un courant qui pense que la sécurité sociale, c'est pour les travailleurs ensemble. Ouais. Mais en fait, est-ce que ça ne concerne qu'eux ou est-ce que ça s'adresse aux autres chez nous ? La plupart des droits qui découlent de la sécurité sociale, ça concerne les travailleurs, oui. Donc la sécurité sociale, elle est composée de différentes branches, de différents secteurs. Il y a par exemple le chômage, la pension, l'assurance maladie-invalidité, les congés annuels, etc. Et pour les branches que je viens de citer, qui font partie de la sécurité sociale classique, il faut avoir travaillé et cotisé pour toutes ces branches. Et donc c'est pour ça que certaines formes de contrats ne donnent pas accès à certains droits. Par exemple, les étudiants qui font des jobs étudiants, ils sont soumis aux cotisations de solidarité. Et donc ça, ce ne sont pas des cotisations sociales classiques, ce sont des cotisations très basses. Ils ne cotisent presque pas. Et pour cette raison, les jobs étudiants ne donnent pas droit au chômage, parce que les étudiants qui jobent ne cotisent pas pour le secteur chômage. Ça va être pareil avec les conventions de stage, même lorsque c'est rémunéré. Il n'y a pas de cotisations sociales qui sont prélevées dans ce cas, et donc il n'y a pas de droit au chômage par la suite. Ok, alors qu'est-ce qui se passe de fait pour les personnes qui n'ont pas travaillé ou pas travaillé assez ? Ces personnes-là, elles vont pouvoir se tourner vers l'aide sociale qui est octroyée par les CPAS. Et ça fonctionne différemment de la sécurité sociale classique. Ça ne repose pas du tout sur un système de cotisation sociale, et d'ailleurs c'est financé par les impôts. Donc il ne faut pas avoir travaillé un certain nombre de jours pour y avoir droit. L'aide sociale, elle est vraiment là en dernier recours, en dernier lieu, si on ne peut pas avoir droit à autre chose via la sécurité sociale classique. Et d'ailleurs, quand une personne fait une demande d'aide sociale, on va toujours d'abord vérifier si elle n'a effectivement droit à rien dans le système de sécurité sociale classique. Donc si par exemple, on se rend compte qu'elle pourrait demander le chômage parce qu'elle remplit les conditions, on va lui dire de faire les démarches pour obtenir le chômage et elle n'aura pas droit à une aide sociale. Donc l'aide sociale, c'est quelque chose qui est à part,
ça ne fait pas partie de la sécurité sociale classique et c'est vraiment le dernier filet de sécurité. Et d'ailleurs, Dayuma vous en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission. Alors maintenant, pour vous donner une idée de ce que représente la sécurité sociale classique, je vais vous donner quelques chiffres. Et alors pour rappel, quand je dis sécurité sociale classique, ça veut dire que ça ne concerne pas l'aide sociale. Et donc en 2021, en Belgique, il y avait presque 259 000 employeurs déclarés à l'ONSS et 4 millions de travailleurs salariés, donc des personnes sous contrat de travail. En termes de financement, la sécurité sociale classique, en 2021, elle a été financée par les cotisations pour 64 milliards d'euros perçus. Et à ça, il faut ajouter encore les subventions de l'État pour 10,2 milliards d'euros et des financements alternatifs pour 16,8 milliards d'euros. Et donc pour fonctionner en 2021, la sécurité sociale belge, elle a eu besoin de 91 milliards d'euros et presque 2/3 de cette somme venait des cotisations. Donc quand je vous dis que c'est une grosse machine, c'est pas une blague. Et alors, quelle est la branche de la sécurité sociale qui représente le plus de dépenses à votre avis ? Ce sont les pensions qui prennent 39% du budget des dépenses. Viennent ensuite les soins de santé avec 29% des dépenses, la maladie et l'invalidité 12% des dépenses, et puis il y a le chômage qui représente 8% des dépenses. Et là, je devrais peut-être dire seulement 8% parce qu'on entend souvent parler des chômeurs de façon négative, du fait que le chômage devrait coûter moins cher, etc. Au final, c'est pas la plus grosse dépense de la sécurité sociale. Alors dans la suite de l'émission, on va vous parler un peu plus de certaines branches de la sécurité sociale à propos desquelles on reçoit souvent des questions chez InfoJeunes, mais on ne va pas pouvoir tout voir. Donc je vais quand même vous citer une fois toutes les branches de la sécurité sociale et elle en comporte 7. Donc il y a les pensions, le chômage, l'assurance accident de travail, l'assurance maladie professionnelle, l'assurance obligatoire pour soins de santé et maladie invalidité, les vacances annuelles et enfin les allocations familiales qui sont un système un peu à part depuis la réforme mais qu'on va quand même encore classer ici. Et puis on terminera avec l'aide sociale qui, comme déjà dit, ne fait pas partie de la sécurité sociale classique. Alors vous vous rendrez compte rapidement que pour tous les droits dont on va parler, il n'y a rien qui est automatique ou presque rien. Ça veut dire que même quand on remplit toutes les conditions, il faut toujours en faire officiellement la demande. Donc il y a des démarches à faire, des formulaires à remplir, des délais et des procédures à respecter. Et si on ne fait pas les démarches et qu'on ne demande rien, même si on remplit toutes les conditions, on ne recevra pas les allocations ou les indemnités auxquelles on a droit. Alors pour terminer cette partie, je dois vous dire aussi qu'au sein de la sécurité sociale classique, les règles qui vont s'appliquer à nous, elles dépendent de notre statut de travailleur. Il existe 3 statuts. Celui de travailleur salarié, qui concerne donc les employés et les ouvriers, celui de travailleur indépendant et celui de fonctionnaire. Aujourd'hui, on va vous parler des salariés et des indépendants, mais on ne pourra pas aborder le statut des fonctionnaires. Eh bien, tant pis pour eux. Non, c'est une question de temps et on doit rationaliser. Alors, on va tout de suite faire une petite pause. Après toutes ces informations, on va écouter Tarba et Bianca Cassidy, avec le titre Hush Little Bay. Et on se retrouve tout de suite après sur Radio Panique 105.4. I would be the one to kiss you in your sleep. Dream a dream, a dream of me. I'm twinkling, dead star, still on her way to the honeymoon grave. Hush now, say your prayer. Rock-a-bye, way up in the clouds, drifting high and hard, sleeping like a little dog in the water, in the wind. Watch me dance, see me spin. I'm crazy as a loon for you. I'm crazy for you. I'm crazy as a loon for you. I'm crazy for you. Underwater, we can kiss. I bet you never even dreamed of this. Eyes closed, open mouth. Sky is falling, north to south. Take my hand, we'll leave the ground. But hush, little
I'm crazy about you. Vous êtes toujours sur Radio Panique 105.4 et vous écoutez La Juridique, l'émission qui décrypte vos droits. Et ce mois-ci, on va parler des droits qui concernent tout le monde puisqu'on parle de la sécurité sociale. Alors, on a eu un rapide et complet historique de cette machine, grosse machine comme l'appelle Flo. On va maintenant s'attarder sur les branches, une par une. On va commencer, les branches qui la composent, pardon. On va commencer tout de suite avec toi, Dayuma. Tu vas nous parler d'une branche particulière de la sécurité sociale, les allocations familiales. Alors, c'est quoi les allocations familiales ? Les allocations familiales, qui s'appellent officiellement les prestations familiales, c'est d'abord une petite allocation, une somme d'argent qui est versée chaque mois à la personne qui élève un enfant, en général un de ses parents. Mais c'est aussi une prime de naissance ou d'adoption, qui est une somme d'argent plus importante, versée une fois à la naissance d'un enfant. Alors, Florence nous disait que c'est une matière qui avait récemment été réformée. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Avant la réforme, on avait deux types d'allocations. On avait d'abord le système des allocations familiales. Il permettait aux parents qui travaillaient ou avaient un statut assimilé, comme par exemple les chômeurs, d'ouvrir un droit aux allocations familiales pour leur enfant parce qu'ils cotisaient à la sécurité sociale. Puis à côté est apparu un autre système, c'est les prestations familiales garanties, qui s'adressent aux autres parents, pour peu qu'ils répondent à une série de conditions. Mais comme on le disait, le système a complètement changé récemment. Les allocations familiales ont été réformées en profondeur. Tout d'abord, le droit aux prestations familiales a été ajouté aux droits fondamentaux garantis par notre Constitution en 2014. La même année, la matière des prestations familiales a été régionalisée. Donc les règles qui concernent les allocations familiales sont maintenant différentes si l'enfant est domicilié en Flandre, à Bruxelles, dans la partie francophone de la Wallonie ou encore sur le territoire de la communauté germanophone. On a donc 4 régimes différents d'allocations familiales. Mais ces 4 régimes d'allocation ont adopté des principes communs. Donc tout d'abord, il y a une grande nouveauté. Le droit aux allocations familiales qui avant était un droit du parent est devenu un droit de l'enfant lui-même, ce qui fait qu'il n'y a plus de différence en fonction du statut professionnel du parent. Ensuite, il y a le second principe commun à toutes les régions, c'est que tous les enfants mineurs qui résident en Belgique, qui sont belges ou qui ont un titre de séjour de plus de 3 mois en Belgique, ont droit à des prestations familiales jusqu'à l'âge de 18 ans. Et ensuite, à partir de 18 ans et jusqu'à 25 ans, il est possible que le jeune conserve son droit, mais alors là, il y a des conditions supplémentaires à remplir et elles vont être différentes en fonction de la région. Si on prend l'exemple de Bruxelles, il faut que le jeune soit étudiant ou qu'il soit demandeur d'emploi en stage d'insertion et qu'il ne travaille pas plus de 240 heures par trimestre. Dans tous les cas, le droit cesse à l'âge de 25 ans. Et enfin, dans toutes les régions, chaque enfant bénéficie d'une allocation de naissance unique, en plus une allocation de base mensuelle, les allocations familiales dont on parlait, la même pour tous, et puis avec des suppléments en fonction de l'âge. Et puis vont s'ajouter d'autres suppléments en fonction de la situation, donc par exemple pour les orphelins, une autre pour les enfants en situation de handicap ou qui ont des besoins spécifiques, et aussi un supplément pour les familles monoparentales ou les familles à faible revenu, etc. Eh bien, merci Dayou. Donc, on voit encore cette fois, c'est très, très belge, quoi. Tout est différencié selon les régions. Donc, faites bien attention quand vous lisez des textes, parce que nous, ça nous arrive aussi au boulot, qui expliquent un peu les allocations familiales et leur fonctionnement, de bien vérifier de quelle région ils parlent. Alors, merci Dayou. On va passer maintenant à une autre branche de la sécurité sociale, le chômage. Et là, c'est Flo qui va nous en dire plus. Alors le secteur chômage, il a pour but principal de donner un revenu de remplacement au travailleur salarié qui a perdu son travail de façon involontaire. Donc le chômage, c'est un secteur qui ne concerne que les travailleurs salariés, c'est-à-dire les employés et les ouvriers qui sont sous contrat de travail avec un employeur. Ça veut dire que les travailleurs indépendants, s'ils mettent fin à leur activité, ils n'auront pas droit au chômage. Encore une fois, tout ça, c'est une histoire de cotisation. Pour avoir droit au chômage, il faut avoir versé des cotisations pour le secteur chômage. Et les indépendants, ils ne cotisent pas pour ce secteur. Alors dans certains cas quand même, quelqu'un qui a été salarié avant d'être indépendant, il pourra peut-être avoir droit au chômage, mais ce sera sur base de son ancien travail comme salarié. Alors le principe pour avoir droit au chômage, c'est qu'il faut avoir travaillé un certain nombre de jours pendant les mois qui précèdent la demande de chômage. Et ces conditions, elles vont varier en fonction de l'âge de la personne. Donc, par exemple, jusqu'à 35 ans inclus, il faut prouver qu'on a travaillé au moins 312 jours. Donc ça, d'après la méthode de calcul de l'ONEM, ça fait 1 an de travail. Et donc, il faut avoir travaillé 1 an dans une période de 21 mois qui précède la date de la demande de chômage. Et ça, c'est ce qu'on appelle la période de référence. Il y a donc des conditions à remplir pour accéder au chômage. C'est ce qu'on appelle des conditions d'admissibilité. Ensuite, une fois qu'on a fait la demande, qu'elle est acceptée et qu'on est admis au chômage,
il y a des conditions à respecter pour recevoir ces allocations de chômage. Par exemple, il faut être apte au travail et disponible sur le marché de l'emploi. Ça veut dire que si on est en incapacité de travail parce qu'on est malade, on ne peut pas recevoir des allocations de chômage. Dans ce cas-là, on va plutôt être indemnisé par la mutuelle. Ça veut dire aussi qu'il faut être inscrit comme demandeur d'emploi et chercher activement du travail. Alors en plus de cette règle, il faut aussi avoir perdu son travail de façon involontaire. Ça veut dire que si on démissionne ou si on est licencié pour faute, en général, on aura d'abord une période de sanction pendant laquelle on ne pourra pas recevoir d'allocation. Pour recevoir des allocations de chômage, il faut aussi ne pas travailler. Donc certaines formes de travail accessoires peuvent être OK, mais dans tous les cas, on ne peut pas recevoir d'allocation de chômage pour une journée pendant laquelle on a travaillé et reçu un salaire. Alors un autre exemple de conditions à respecter, c'est qu'il faut résider en Belgique. Donc un chômeur, évidemment, comme tout le monde, il a droit à des jours de vacances, mais il n'est pas censé vivre à l'étranger tout en touchant des allocations de chômage de la part de la Belgique. Vous voyez donc que pour rester au chômage, il y a beaucoup de conditions à respecter. Et si on ne les respecte pas, on risque d'être sanctionné ou exclu du chômage. Et si par ailleurs on respecte toutes ces conditions, est-ce que chaque chômeur peut recevoir la même chose ? Alors les allocations de chômage, elles sont versées sans limite dans le temps, il n'y a pas de fin. Par contre, le montant des allocations, oui, il va varier en fonction de certains critères et donc ça va varier d'un chômeur à l'autre. On va se baser sur le dernier salaire brut que la personne a reçu et on va aussi regarder sa situation familiale. Ça veut dire qu'il existe différents statuts au chômage. Donc on peut être cohabitant si on habite avec d'autres personnes, donc ça c'est le taux le plus bas. Ensuite il y a le taux isolé si on habite seul, et puis il y a le taux travailleur avec charge de famille si on a des enfants à charge par exemple. Ensuite, le montant des allocations, il va aussi diminuer dans le temps. Ça c'est ce qu'on appelle la dégressivité des allocations. Donc lorsque c'est le premier mois de chômage, on touche des allocations qui sont plus élevées qu'après un an, par exemple. Alors à côté du chômage complet, il existe aussi le chômage temporaire, qui va permettre de recevoir des allocations lorsque notre contrat de travail est suspendu temporairement. Par exemple, à cause des intempéries pour les ouvriers. Et pour les personnes qui ne travaillent qu'à temps partiel de façon involontaire, il est possible aussi de recevoir un complément de chômage qu'on appelle allocation garantie de revenus. Mais le secteur chômage, il verse encore d'autres types d'allocations pour d'autres raisons que le chômage complet sur base du travail. Alors je vous donne ici quelques exemples. Un travailleur qui souhaite interrompre sa carrière ou réduire son temps de travail pendant un certain temps et pour certaines raisons, il pourra peut-être recevoir des allocations de l'ONEM et donc ça c'est le système de l'interruption de carrière et du crédit temps. C'est possible aussi de prendre un congé parental pour s'occuper de ses enfants. Et une autre possibilité, c'est de prendre un congé pour assistance médicale ou pour soins palliatifs si on doit malheureusement s'occuper d'un parent qui est malade ou qui est mourant. Alors, est-ce qu'il n'existe pas aussi une sorte de chômage plus spécifique pour les jeunes ? Et si, bien vu. Alors, le secteur chômage, ça permet aussi aux jeunes qui sortent de l'école et qui n'ont pas encore assez travaillé de recevoir ce qu'on appelle des allocations d'insertion. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi le chômage sur base des études. Alors dans ce cas-là, on ne va pas regarder si la personne a assez travaillé et a assez cotisé. Les conditions, elles sont vraiment tout à fait différentes. Il ne faut pas avoir travaillé minimum 1 an. Par contre, il faut avoir accompli un stage d'insertion professionnelle qui dure 1 an. Ce stage, c'est une période pendant laquelle il faut être inscrit comme demandeur d'emploi et chercher activement du travail. Lorsque le stage d'insertion est validé et terminé avant d'avoir 25 ans, le jeune, il peut demander à recevoir des allocations d'insertion. Et ici, ce sont des allocations qui sont temporaires. Elles ne durent pas pour toujours. En principe, on les reçoit pendant 36 mois. Et puisqu'on n'a pas encore assez travaillé, les allocations, elles ne vont pas être calculées sur l'ancien salaire. Il s'agit plutôt d'un forfait. Et le montant, il va seulement varier en fonction de la situation familiale. Alors pour terminer avec le chômage, je vais vous parler des acteurs importants dans ce secteur. Donc toutes les allocations qu'on peut recevoir dans le secteur chômage, elles sont gérées par l'ONEM, qui est l'Office national de l'emploi. Et c'est donc l'ONEM qui assure la gestion de ce secteur. Mais ce sont les organismes de paiement qui vont verser les allocations aux chômeurs. Donc ils vont recevoir aussi la demande de chômage et la transmettre à l'ONEM. Les organismes de paiement, vous les connaissez, ce sont les syndicats, il y en a 3, la FGTB, la CSC et la CGSLB. Il existe un autre organisme de paiement qui s'appelle la CAPAC. Donc CAPAC, c'est pour Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage. Donc contrairement aux syndicats, le chômeur qui a la CAPAC, il ne doit payer aucune cotisation d'affiliation pour bénéficier de ses services à la CAPAC. Par contre, la CAPAC, elle n'offre aucune aide complémentaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'assistance lors d'un conflit avec l'ONEM ou avec un employeur, il n'y a pas de représentation lors des négociations sectorielles, etc.
Et alors les derniers acteurs importants en ce qui concerne le chômage, ce sont Actiris à Bruxelles, le Forum en Wallonie et le VDAB en Flandre. Et ça, ce sont les organismes qui sont chargés de contrôler la recherche d'emploi des chômeurs. Eh ben, merci pour ce petit tour d'horizon de la branche chômage des assurances. Pardon. On va faire une pause tout de suite en écoutant Snatch, c'est Cheese. On se retrouve tout de suite après sur Radio Panique. Voilà, vous venez d'écouter Say Cheese du groupe Snatch et vous écoutez toujours la Juriclique sur Radio Panique 105.4. On vient de voir le chômage, qui est une branche de la sécurité sociale, ce grand arbre. Et donc on va voir une autre petite branche, une grosse branche, puisqu'on va parler avec Dayuma de l'assurance obligatoire, soins de santé et indemnité. Alors de quoi s'agit-il ? Alors, cette assurance se divise en fait en deux sous-branches. On a d'abord l'assurance soins de santé, qui a pour but de couvrir une partie des frais de soins de santé des patients. Et puis il y a l'assurance indemnité, qui a pour but d'assurer, pour les travailleurs et les chômeurs, un revenu de remplacement en cas d'incapacité de travail en raison d'une maladie ou d'un accident. Pour bénéficier de ces assurances, il faut s'affilier à un organisme assureur de son choix et cotiser. L'organisme assureur peut être soit une des mutualités, soit l'organisme assureur public, c'est-à-dire organisé par l'État, qui s'appelle la Caisse auxiliaire d'assurance maladie et invalidité ou la CAAMI. Le travail des organismes assureurs est chapeauté par l'Institut national d'assurance maladie et invalidité qu'on appelle l'INAMI. Par la suite, par facilité, vous verrez peut-être que je vais dire parfois mutuelle, parfois organisme assureur, parce que souvent on utilise le terme mutuelle comme générique dans la vie de tous les jours. Mais non, comme ça, maintenant vous savez qu'il y a les mutuelles et puis la CAAMI, l'organisme assureur public. Alors, on va commencer par parler de l'assurance soins de santé, qui est un poste très important de la sécurité sociale. Et donc, qui bénéficie de l'assurance soins de santé ? L'assurance soins de santé est obligatoire et a pour objectif de couvrir l'ensemble de la population résidant en Belgique. Le système est le même pour tout le monde, quel que soit le statut professionnel. Pour en bénéficier, tout le monde doit s'affilier à un organisme assureur et payer des cotisations sociales, mais on va voir que certaines personnes en sont dispensées.
Quand on s'affilie à une mutuelle, on peut s'inscrire comme titulaire ou comme personne à charge. Le titulaire, c'est la personne qui ouvre pour elle-même le droit à l'assurance soins de santé. Le titulaire doit en principe cotiser via des cotisations sociales ou des cotisations personnelles. Cependant, le type et le montant de la cotisation va dépendre du statut du titulaire et parfois il en sera complètement dispensé. En plus des titulaires, il y a donc les personnes à charge d'un titulaire dont le droit dépend de ce titulaire. Donc ils doivent aussi s'affilier à la mutuelle, mais ils ne vont pas payer de cotisation. Il s'agira par exemple des enfants de moins de 25 ans qui sont à charge d'un de leurs parents. Le but est donc vraiment de permettre à l'ensemble de la population d'accéder aux soins de santé. Alors, qu'est-ce que recouvre en fait concrètement l'assurance soins de santé ? Donc ça sert à couvrir une partie des frais liés à des soins de santé. Donc concrètement, l'assurance va intervenir dans les frais de consultation chez des médecins, pour les soins donnés par des infirmiers, des kinés, des psychologues de première ligne. C'est aussi les soins dentaires, la rééducation, les accouchements, la fourniture de médicaments, les soins hospitaliers, les examens médicaux, analyses en laboratoire, imagerie médicale ou des prothèses. Donc ces soins sont remboursables à certaines conditions et sont repris dans une liste fixée par l'INAMI. Le coût des soins n'est en fait pas entièrement pris en charge par l'assurance obligatoire. Il y a généralement une quote-part personnelle qui est à charge du patient, c'est ce qu'on appelle le ticket modérateur, et cette quote-part personnelle est fixée par l'INAMI. Concrètement, quand on a une consultation médicale ou qu'on a besoin d'une autre forme de soins, on va rencontrer deux types de situations. La première situation, c'est quand on paye l'entièreté du prix, et puis qu'on va être remboursé par sa mutuelle de la partie du prix qui est à charge de l'assurance. Et là, on va devoir d'abord présenter une attestation du soin pour pouvoir être remboursé. Soit la deuxième situation, c'est quand on ne paye que le ticket modérateur directement, et c'est la mutuelle qui va payer au médecin, à la pharmacie ou au prestataire du soin le montant qui est à sa charge. Mais est-ce que cela veut dire que tout le monde paye le même ticket modérateur, quelle que soit sa mutuelle ? En principe, oui, car le montant du ticket modérateur est fixé par l'INAMI, pour tout le monde, et ça ne dépend donc pas de la mutuelle particulière à laquelle on est affilié. Mais on va voir que certaines personnes vont quand même payer moins. Par exemple, les malades chroniques qui sont reconnus comme tels, ou les personnes qui ont le statut BIM, dont on a peut-être déjà entendu parler, on en a beaucoup parlé dernièrement. Ce sont des personnes qui ont des faibles revenus, qui ont un statut leur permettant d'avoir un ticket modérateur plus bas. Il faut aussi faire attention au fait que certains médecins sont conventionnés et d'autres pas. Donc un médecin conventionné, c'est un médecin qui a conclu une convention avec l'INAMI et les mutuelles, dans laquelle il va s'engager à respecter les tarifs officiels pour la consultation ou la prestation qu'il fait. En fait, certains médecins ne sont pas conventionnés et donc ils pratiquent des prix plus élevés et le surcoût va être à charge du patient. Oui, d'ailleurs, il existe parfois des listes sur Internet de médecins qui sont conventionnés ou pas, de dentistes, même de psy. Ouais, sur l'INAMI, en fait, il y a un moteur de recherche, on peut trouver les médecins qui sont conventionnés ou pas conventionnés. Ouais, ce qui peut être vraiment intéressant parce que effectivement les tarifs peuvent passer du simple au quadruple. Ouais. Alors, donc d'accord, mais pourtant, quand on compare les mutuelles, on voit qu'elles proposent des avantages et des remboursements différents les unes des autres. Pourquoi ? En effet, mais en fait, en plus d'intervenir dans le cadre de l'assurance obligatoire dont on parle depuis le début, les mutuelles proposent aussi en fait des formules payantes d'assurance complémentaire. Donc ces assurances permettent de bénéficier d'un remboursement plus large, plus important que celui de l'assurance obligatoire prévue pour tout le monde. Mais puisque c'est une formule en plus, il faut payer une cotisation complémentaire en plus, qui n'a rien à voir en fait avec les cotisations sociales dont on parle depuis le début de l'émission. Donc ces assurances complémentaires vont proposer des avantages différents selon la mutuelle. Et alors, si on ne veut pas payer pour une assurance complémentaire, on peut aller à la CAMI, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie invalidité, donc la caisse publique, qui va pas proposer de complémentaire, mais seulement l'assurance obligatoire. Très bien. Le deuxième volet de l'assurance obligatoire soins de santé indemnité, c'est donc l'assurance indemnité. Et donc, c'est quoi ça ? L'assurance indemnité, donc on l'appelle aussi maladie invalidité, elle permet aux travailleurs ou à un chômeur de recevoir un revenu de remplacement chaque mois pendant les périodes où il ne peut pas travailler à cause de son état de santé. Le régime des indemnités est un peu différent pour les salariés, les indépendants et les fonctionnaires, même si tout le monde a droit à un revenu de remplacement en cas d'incapacité de travail. Alors, est-ce qu'il y a des conditions particulières pour pouvoir bénéficier de ces indemnités ? Oui, et comme je disais, comme il y a des régimes différents en fonction du statut professionnel, ici on va parler des salariés et des indépendants, on laisse de côté les fonctionnaires, bien qu'ils aient aussi ce droit. Alors, il y a tout d'abord des conditions médicales. Il faut que le travailleur soit en incapacité de travail pour des raisons de santé. En plus des conditions médicales, il y a les conditions administratives. Il faut être affilié donc à une mutuelle, avoir payé des cotisations sociales et avoir accompli un stage, c'est-à-dire totaliser un certain nombre de jours de travail dans les mois qui précèdent le début de l'incapacité de travail. En sachant que les jours de travail peuvent être aussi des jours assimilés au travail, comme des jours indemnisés par l'assurance chômage ou les jours de congés payés. Oui, donc ça signifie que toute personne malade, ne peut pas bénéficier de ce revenu.
Non, donc il faut bien distinguer avec les soins de santé qui s'adressent à toute la population et les indemnités, qui est un revenu de remplacement auquel ont droit en principe uniquement les chômeurs et les travailleurs. Donc ils sont plus en capacité de travailler pour des raisons de santé. Il vient vraiment remplacer le revenu du travail et une personne qui n'a jamais travaillé n'y aura pas droit. Alors comment ça fonctionne concrètement quand un travailleur tombe malade ? Évidemment, il faut faire constater son incapacité de travail par un médecin qui complète un formulaire, un certificat d'incapacité de travail, et il faut le communiquer à sa mutuelle. Si on travaillait comme salarié au moment du début de l'incapacité, on va continuer à recevoir un salaire de l'employeur pendant les 30 premiers jours d'incapacité de travail. C'est ce qu'on appelle un salaire garanti. L'employeur va cesser de payer un salaire après 1 mois d'incapacité et c'est là que la mutuelle prend le relais. En fait, pour les ouvriers, la mutuelle interviendra déjà plus tôt, dès la 2e semaine d'incapacité, en complément du salaire garanti, et puis prendra totalement le relais à partir du 2e mois d'incapacité. La première année d'incapacité est appelée la période d'incapacité primaire. On reçoit un pourcentage de son dernier salaire. Si l'incapacité se prolonge après 1 an, on passe en période d'invalidité. Et là, l'indemnité va dépendre, en plus du dernier salaire, aussi de la situation familiale. Pour les indépendants, il y a 2 différences essentielles avec ce qu'on vient de dire. Pendant les 7 premiers jours de maladie, l'indépendant ne reçoit rien. Et après 7 jours, il reçoit un montant forfaitaire de la mutuelle qui dépend de la situation familiale et qui n'est pas un pourcentage de sa rémunération. Alors, il me semble qu'il y a aussi d'autres situations, hormis les incapacités de travail, pour laquelle la mutuelle verse un revenu, par exemple le congé maternité. Tout à fait, la mutuelle est aussi en charge d'indemniser les travailleuses pendant le repos prénatal et postnatal, donc le congé de maternité, pendant le congé de naissance du coparent à l'occasion de la naissance de son enfant, pendant le congé d'accueil en cas d'accueil d'un enfant lors d'un placement familial ou pendant le congé d'adoption en cas d'adoption. Là aussi, il s'agit bien d'un revenu de remplacement pour les travailleurs ou les chômeurs. Donc une personne qui n'a jamais travaillé ne pourrait pas en bénéficier. Et sur cette thématique de la santé, il y a en fait encore 2 autres branches de la sécurité sociale qui concernent uniquement les salariés et les fonctionnaires, et donc pas les indépendants. Ce sont les accidents de travail et les maladies professionnelles. Lorsque les problèmes de santé du travailleur sont la conséquence d'un accident ou d'une maladie survenue à cause de son travail, il va avoir droit à des indemnités et des remboursements de soins de santé qui sont cette fois pris en charge par ces 2 branches spécifiques de la sécurité sociale. On ne va pas avoir le temps d'en parler plus aujourd'hui, mais on voulait quand même vous dire que ça existe et que c'est particulier. Très bien, on voit que tout ça, au fil des branches, se complique et se complique. Si jamais vous avez des questions, alors n'hésitez pas à nous appeler chez Infor Jeunes Bruxelles au 02 514 41 11. Les membres de l'équipe sont là pour vous répondre et vous donner des explications adaptées à votre situation. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site d'IJBXL, vous trouverez des articles sur le sujet. On va faire une ultime pause musicale avec KRS-One et le titre Can You Dance. On se retrouve tout de suite après. Can you dance? Let's find out. I want to see everybody on the dance floor right now. I'm about to put y'all to the test. Let's go. Do you know the dances? Do you know them hip-hop dances? Let's see. This one is the raw for sure, taking no chances. Bringing back them old school dances, here's the answers. Whether you remember or you're new to this endeavor, dance is a major part of this culture forever. What are we preserving if the children ain't learning? Culture ain't about just numbering and just wording. Sometimes you gotta show the culture at the party. Let's start with the Bismarck dance. Come on, everybody. The Bismarck, the party bout to get sparked. This is that moment you get live, get courage, get hard. I spit art, I'm one of a kind, they not me. I'm digitally underground like Shock G. Speaking of Shock G, when I jump, we jump. That's crisscross, but we talking about Humpty Hump. When you up, what? This is your chance. Come on everybody, do the Humpty dance. Let's go. Was the Humpty, now let's get it chunky. Like Biz used to say, yo, let's get funky. Funky, with the funk flow, we don't stop. Right about now, we gonna take it to the WAP. Remember the WAP? Feet slide, shoulder drop. We did it in the clubs, we even did it on the block. Ready, set, go. Stand on your spot. Take it to the top. Come on, y'all, let's do the rock.
ancestors got the same gift, the same lift, the same riff, and the same split. Like Bob Marley said, when the music hits, it's painless. You can't tame this or hate this. You gotta love me. Come on, y'all. Let me see you do the Dougie. Woo! That's right. That's right. This is that part where we go freestyle. Some of y'all doing the Cabbage Patch, some of y'all doing the Running Man. Let me see what you got. Come on. Freestyle, freestyle. Come on, y'all. Yeah. Where my B-boys at? Where my B-girls at? Okay, we out. Vous êtes de retour sur Radio Panique 105.4 et vous écoutez toujours la Juriclique avec ce mois-ci une thématique spéciale sécurité sociale dont on est en train de voir un peu toutes les branches qui la composent. Et là, évidemment, on va voir la meilleure branche puisqu'on va voir les vacances. On reprend donc avec Flo qui va nous expliquer les vacances annuelles. Ouais, bien les vacances annuelles, qu'on appelle aussi plus couramment les congés légaux, ça concerne les travailleurs salariés, donc sous contrat de travail. Alors le principe, c'est de permettre aux salariés d'avoir au moins 20 jours par an pendant lesquels on ne travaille pas, mais on reçoit quand même notre salaire. Alors quand je dis 20 jours, c'est pour les personnes qui travaillent toute l'année à temps plein. Donc si on travaille moins que ça, bien le nombre de jours, il sera calculé en fonction du temps de travail. Et les travailleurs indépendants, pas de bol pour eux, ils n'ont pas de congés payés. Alors en Belgique, c'est un petit peu spécial. Le principe veut qu'on travaille et on cotise pour avoir droit à des congés l'année suivante. Donc on a travaillé en 2022 pour avoir droit aux congés légaux en 2023. Ça veut dire que quand on commence à travailler ou qu'on reprend le travail après une interruption, on n'aura pas 20 jours de congés légaux tout de suite. Et pour pallier à ça, il existe 2 sortes de vacances auxquelles on peut avoir droit dans certains cas. Il y a les congés jeunes et les vacances européennes qu'on appelle aussi vacances supplémentaires. À ce sujet, je me permets juste de glisser pour les jeunes qui nous écoutent, au cas où, qu'on a fait récemment quelques petits TikTok qui expliquent ces systèmes-là. Donc si ça vous intéresse, vous allez sur le TikTok d'IJBXL et vous aurez des explications sur les congés jeunes et les vacances européennes. Voilà, si vous avez envie de vacances, n'hésitez pas à vous renseigner. Alors pour les employés, les congés légaux, ils sont payés directement par l'employeur. Donc il n'y a rien à faire. Pour les ouvriers et les artistes, le paiement se fait via la sécurité sociale. Donc concrètement, les vacances des ouvriers et des artistes, elles sont payées par une caisse de vacances alimentée par des cotisations patronales spécifiques. Donc c'est comme ça que la caisse de vacances reçoit son argent. Et alors c'est l'Office national des vacances annuelles, donc l'ONVA, qui assure la gestion des vacances des ouvriers et des artistes dans la sécurité sociale. Alors, le paiement des pécules de vacances se fait soit directement par l'ONVA, soit par des caisses spéciales de vacances. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant les vacances annuelles. Alors en plus de ce qu'on vient de présenter jusqu'à présent, il faut savoir qu'il y a d'autres parties de la sécurité sociale dont on n'a pas parlé et qu'on ne va pas aborder aujourd'hui par manque de temps. Donc les mesures qui restent, elles vont concerner les pensions, le droit à passerelle pour les indépendants en difficulté, et il y a aussi certaines aides spécifiques qui sont prévues pour les travailleurs indépendants, suite à la maternité, à l'adoption, à l'accueil d'un enfant placé, pour des situations de deuil ou des situations d'aidants proches. Alors avec tout ça, on clôture la partie sur la sécurité sociale classique. Et donc, comme je l'ai dit, il y a une branche importante qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, c'est la pension. Mais sur la pension, il y a quand même quelque chose d'important qu'on voulait vous dire. C'est que le fait d'entrer dans une des cases de la sécurité sociale et d'avoir un statut, ça aura son importance tout au long de la vie. Parce que tout ça, ça va être pris en compte pour la pension. Alors que le fait de sortir du radar, entre guillemets, par exemple si on travaille au noir, si on est femme au foyer ou autre, tout ça, ce sont des années qui ne sont pas du tout prises en compte pour la pension. Et c'est donc une chose à laquelle il faut prêter attention. Et ici, en conclusion, si on se retrouve sans rien, c'est important de se renseigner pour voir si on n'a pas droit à quelque chose du côté de la sécurité sociale. Alors merci Flo pour ces précisions. Maintenant qu'on a détaillé ensemble quelques branches de la sécurité sociale, Dayuma, tu vas terminer en disant quelques mots sur les aides sociales.
Oui, car comme Florence l'a annoncé en début d'émission, le système de protection sociale en Belgique comporte en fait 2 niveaux. La sécurité sociale au sens strict, qui est un système d'assurance sociale basé sur le système de cotisation dont on vient de parler là pendant presque une heure. Et le deuxième niveau, c'est celui des aides sociales. Comme ce second système ne fonctionne pas sur base de cotisation, il est financé par les impôts de toute la population. Et l'objectif des aides sociales, c'est de garantir un minimum de revenus à tous, y compris à ceux qui n'ont jamais cotisé à la sécurité sociale. C'est un filet de sécurité plus large. Ces aides s'adressent donc aux personnes qui ne peuvent pas prétendre aux prestations de sécurité sociale ou aux personnes qui bénéficient d'un revenu ou d'une prestation sociale mais qui auraient un montant insuffisant. On dit que ce sont des droits résiduaires. Ça veut dire que ces aides sociales n'interviennent qu'en dernier recours. On ne peut en bénéficier qu'après avoir vérifié qu'on n'a pas droit à une autre prestation sociale permettant de garantir ce revenu minimum. Alors, ces aides sociales, est-ce qu'elles sont réellement accessibles à tout le monde ? Non. Alors, comme l'objectif de ces aides sociales est de garantir un minimum de revenus à tous, pour chacune des aides, il faut remplir des conditions de revenus. L'aide ne sera accordée qu'après un examen des ressources financières de la personne qui demande l'allocation et aussi parfois des revenus de son ménage. Donc si on a des ressources financières qui dépassent certains plafonds ou éventuellement qu'on a un capital d'argent important, on n'aura pas droit à ces aides. De plus, les aides sociales sont pratiquement toutes soumises à des conditions de nationalité ou de séjour qui sont plus strictes que pour les prestations sociales de sécurité sociale. Donc dans la plupart des cas, il faudra être belge, européen ou avoir le statut de réfugié ou avoir résidé en Belgique pendant un certain temps pour pouvoir en bénéficier. Mais alors là, c'est vraiment des principes généraux que j'ai dit. Chaque type d'aide a ses propres conditions qu'il faut à chaque fois les vérifier. Ok. Et alors, justement, c'est quoi les différentes aides sociales qui existent ? Le premier type d'aide sociale, c'est les allocations aux personnes handicapées. Le but est de permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir un revenu minimum. Il y a d'abord l'allocation de remplacement de revenus qui a pour but de compenser le fait que la personne ne pourra pas gagner autant d'argent en travaillant qu'un travailleur sans handicap. Il y a ensuite l'allocation d'intégration pour les personnes en situation de handicap qui rencontrent des difficultés dans les tâches et les activités de la vie quotidienne. Elle vise à compenser les coûts supplémentaires causés par ces difficultés. Et enfin, il y a l'allocation aux personnes âgées pour les personnes âgées en situation de handicap. Donc ces 3 allocations vont être conditionnées à des conditions de séjour et de revenus, mais également à une évaluation médicale. Donc les allocations pour les personnes en situation de handicap, c'était la première aide sociale. Et alors quel est le deuxième type d'aide sociale ? Le deuxième type, c'est les aides les plus connues, celle du CPAS. Le CPAS, ça veut dire Centre public d'action sociale, et c'est une institution d'aide sociale qui est instaurée au niveau des communes. Il y a un CPAS dans chaque commune. Le CPAS peut octroyer un revenu mensuel, une aide financière ponctuelle, ou encore une aide en nature comme un colis alimentaire, des vêtements, une carte STIB, des meubles. Parfois, ils peuvent même proposer directement un travail. Les aides du CPAS s'adressent à tout le monde. Elles ont pour objectif de permettre à toutes les personnes dans le besoin de vivre une vie conforme à la dignité humaine. Pour pouvoir avoir droit à ces aides, il faut s'adresser au CPAS de sa commune et il fera une enquête sociale pour déterminer notamment quelles sont les ressources financières du ménage. Une aide peut être octroyée pratiquement à toutes les personnes résidant en Belgique. Cependant, pour certaines catégories d'étrangers qui ne séjournent pas depuis longtemps en Belgique, recevoir une aide peut comporter le risque de voir son titre de séjour retiré par l'Office des étrangers. Pour les personnes sans titre de séjour, le CPAS peut octroyer uniquement une aide médicale urgente, c'est-à-dire une aide qui peut leur permettre d'être soignées malgré qu'elles ne sont pas assurées par la mutuelle. Alors on vient de voir l'aide pour les personnes en situation de handicap. Ensuite, tu as parlé du CPAS. Et quel est le dernier type d'aide ? Ça s'appelle la GRAPA, c'est la garantie de revenus aux personnes âgées. C'est un revenu accordé aux personnes de plus de 65 ans qui n'ont pas droit à une pension ou dont la pension est trop basse. S'agissant d'une aide sociale, elle est aussi soumise à des conditions de séjour et de ressources. Si la personne âgée a des ressources financières dépassant un certain plafond, elle ne pourra pas y avoir droit non plus. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. On arrive maintenant à la fin de l'émission. Donc, je crois qu'on y voit quand même beaucoup plus clair sur la sécurité sociale et les différentes branches qui la composent. Espérons. J'espère, oui. Et c'est un peu compliqué. Vous avez quand même pu constater aujourd'hui donc, que ce système, c'est un système complexe avec plein d'institutions. C'est complété par un système d'aide sociale pour s'assurer que l'ensemble de la population ait un minimum de moyens pour vivre. Donc, on peut vous constater que la sécurité sociale, c'est présent dans plein d'aspects et d'étapes de notre vie. Elle existe pour nous offrir une sécurité quand on fait face à certaines situations qui peuvent être difficiles. Et elle fonctionne grâce à une solidarité instaurée entre tous les citoyens. C'est une sécurité tellement importante qu'elle est inscrite, il faut le savoir, dans notre Constitution à l'article 23 qui dit que, ouvrez les guillemets, « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine ».
À cette fin, la loi garantit les droits économiques, sociaux et culturels et détermine les conditions de leurs exercices. Donc ces droits comprennent notamment le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique. Donc, si certains doutent encore de son importance, on estimait quand même qu'en 2014, le taux de pauvreté au sein de la population était de 15%. Eh bien, si la sécurité sociale n'existait pas, ce taux ne s'élèverait pas à 15, mais à 43%. Donc, du point de vue de l'économie, c'est important aussi. Lorsqu'ils sont bien conçus, les programmes de protection sociale sont rentables. Et ça, c'est rarement précisé. On entend plutôt le contraire. Donc, c'est très important de le retenir. Et en plus, ça ne vient pas de nous. C'est la Banque mondiale qui le dit. Donc, si jamais vous ne nous croyez pas, est-ce qu'on peut faire confiance ? Ouais, je ne sais pas. Alors, dernier conseil pour la fin. N'oubliez pas que tous les droits dont on a parlé ne sont pas automatiques. Et ça, c'est vraiment important. Il faut les demander. Chaque année, de plus en plus d'études quand même rapportent qu'il y a beaucoup de droits qui ne sont pas réclamés. Cet argent, c'est là pour ça. Donc, si vous n'y arrivez pas tout seul, faites-vous aider. Vous pouvez d'ailleurs nous appeler pour ça au 02 514 41 11. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre chaîne YouTube, ainsi que toutes les autres émissions que nous avons fait sur Radio Panique. Et puis, passez une bonne journée à l'écoute toujours de Radio Panique sur 105.4. Au revoir. Bye. Bye.